Bonjour à tous, bienvenue dans ce contexte live. Comme vous pouvez le remarquer, on ne vous accueille pas aujourd'hui dans nos locaux parisiens ou bruxellois, mais dans le très beau studio de nos camarades d'Humanoïde. Alors, on n'a pas encore de budget pour les accessoires, c'est pour ça qu'il n'y a pas de bottes de paille, il n'y a pas non plus de fourche, mais on va bien parler d'agriculture pendant ce live, pendant à peu près 1 heure. Je pense que ça n'a échappé à personne. Le Salon international de l'agriculture, le SIA, s'est ouvert le week-end dernier, porte de Versailles. Et si vous l'avez visité, vous êtes peut-être tombé sur des journalistes de contexte au milieu des brebis et des petits veaux. Le salon, pour nos reporters, c'est une occasion idéale pour labourer le terrain, pour semer des cartes de visite, et puis récolter, on l'espère, des infos, pas mal d'informations quelques mois plus tard, quoi. Malgré tout, j'ai 3 journalistes qui ont bien voulu faire une pause pour échanger avec vous ce matin. En plateau, d'abord, Arthur Bamas. Bonjour Arthur. Bonjour Yann, bonjour tout le monde. Arthur, tu travailles dans notre bureau à Bruxelles, mais tu es descendu à Paris pour l'occasion. Avec moi aussi, Anna Jouillet. Bonjour Anna. Bonjour Yann, bonjour à tous. Anna du bureau parisien. Et puis à distance, nous avons Floriane Finet. Bonjour Floriane. Floriane, tu es un peu notre reporter en direct de la porte de Versailles. Comment s'est passé ton salon pour le moment? Raconte-nous un peu. C'est un salon animé cette année avec une grosse tonalité européenne puisque la question du budget européen est sur toutes les lèvres. Et d'ailleurs, à quelques dizaines de mètres de moi, il y a le commissaire européen à l'agriculture, Christophe Hansen, qui vient de commencer sa tournée des stands avant d'aller saluer l'égérie Houppet dans le hall 1 à midi. Houppet, c'est une vache, c'est une chèvre? C'est une vache, pardon. C'est une vache. Bon. Arthur, le commissaire européen, tu le connais bien, je crois que vous avez partagé le même Eurostar quasiment, non? Ah, tout à fait. Et puis il arrive effectivement avec une belle actualité européenne puisqu'il a présenté la semaine dernière une communication, sa vision pour l'agriculture et l'alimentation, qui est un grand document qui en fait donne un peu les priorités qui se fixent pour l'agriculture européenne pour les années à venir. Donc on peut dire que c'est un timing idéal et sans doute bien calculé. Une stratégie, un plan qui se déroule comme prévu. Alors ça, la partie européenne, on en parlera en fin de live. On va commencer par revenir à chaud sur les dernières annonces du gouvernement, parce que chaque année, l'exécutif profite de l'attention médiatique sur le salon pour dévoiler un peu ses plans pour le secteur. On parlera aussi de la LOA, la loi d'orientation agricole, qui a été adoptée in extremis juste avant le début du salon. C'est pas le seul texte dans les tuyaux, puisqu'il y a aussi la proposition de loi Duplon, qui, elle, n'a pas encore été adoptée. Il faut qu'elle passe devant l'Assemblée nationale. Et dans cette première partie, on terminera en parlant des récentes élections pour les chambres d'agriculture. On verra ce que ça peut changer en termes d'équilibre dans ces institutions, et puis dans le secteur de façon plus générale. Dans une deuxième partie, on va essayer de prendre un petit peu de recul. On va voir que si effectivement le gros de la crise agricole semble derrière nous, la question du modèle agricole français reste posée. Et puis on va l'aborder à partir de questions assez concrètes, notamment la question assez cruciale des négociations commerciales. Troisième partie, comme promis, on passera au niveau européen. Les premiers pas de la nouvelle commission et du commissaire Hansen, dont on vient de parler. Les priorités qui ont été affirmées. On va voir là aussi qu'on peut parler d'une vraie rupture avec le précédent mandat, notamment sur les questions environnementales. En ligne de mire, il y a aussi la PAC, la politique agricole commune, puisque c'est la grosse négociation à l'horizon. Alors, en ce qui vous concerne, vous pouvez à tout moment poser vos questions directement dans l'espace chat. Nous, on essaiera d'y répondre en direct. On a aménagé du temps pour ça, donc franchement, n'hésitez pas, même si c'est des questions un petit peu techniques, n'hésitez pas à les poser. Et puis, vous pouvez aussi réagir aux échanges et les prolonger, toujours en utilisant l'espace chat. Le lien se trouve normalement en bas à droite de votre écran. Voilà pour l'introduction. Et on va commencer avec la première partie.
Et on va commencer surtout avec toi, Anna, pour parler des visites d'Emmanuel Macron et d'Annie Genevard. Déjà sur la forme, ces visites se sont bien passées. L'ambiance était nettement plus détendue que l'an dernier, je crois. Ouais, elles se sont très très bien passées. En tout cas, le président était très content de sa visite. Donc du coup, pour vous rappeler un peu le contexte, il est venu samedi pour l'inauguration. C'est un moment traditionnel où tous les présidents de la République viennent au Salon de l'Agriculture. On avait un peu plus de doutes sur sa présence parce que l'année dernière, ça s'était mal passé. Là, cette année, il aurait pu décider de se mettre en retrait. Mais en fait, il a vraiment choisi de venir et de réaffirmer sa posture en tant que déjà président de la République, qui a des intérêts pour le monde agricole et qui est prêt à défendre les intérêts du monde agricole français, en fait, à l'échelle européenne et internationale. Donc, sa visite, elle a commencé par des rendez-vous avec les syndicats, la FNSEA et les jeunes agriculteurs, la coordination rurale et la Confédération paysanne. Des rendez-vous qui se sont bien passés, avec évidemment des remontrances de la part de chacun des syndicats en leur demandant que ce soit sur le Mercosur notamment, que ce soit sur la PAC, que ce soit sur le revenu agricole. Ils ont fait remonter leurs attentes sur ce sujet-là. Ils ont expliqué que le président était plutôt à l'écoute, mais que malheureusement le président n'a pas fait d'annonce concrète en fait. En sortant de ces rendez-vous-là, il a donné le là pour l'agriculture à venir sur les prochaines années, où il a beaucoup parlé de production, de souveraineté alimentaire. Ça, c'est des mots qui sont beaucoup revenus. Il a dit qu'il fallait absolument rendre au modèle agricole français les moyens de pouvoir produire afin d'être souverain. Il a mis ça en balance avec le contexte géopolitique qu'on connaît actuellement entre l'Ukraine et la Chine et les États-Unis, en rappelant à quel point c'était important pour la France d'être souverain. Il a aussi fait un petit passage sur Egalim et sur la question du revenu agricole, où il a dit qu'il fallait arrêter de faire de l'alimentaire un régulateur en fait pour le pouvoir d'achat et pour l'inflation, et donc qu'il fallait cesser cette guerre des prix et dont le combat est le même à chaque salon de l'agriculture entre l'agroalimentaire et la distribution. Et de son côté, Annie Genevard. Oui, alors ça c'est pour Macron, plutôt pour Macron les questions internationales et puis la vision un peu à moyen ou long terme. Et il y avait quand même pour Annie Genevard des problèmes nationaux sur lesquels prendre position. C'est ça. Mais là où la ministre de l'Agriculture a été forte, c'est qu'avant, le salon était très bien préparé. Donc en fait, elle avait fait en sorte de faire ses grandes annonces avant le salon de l'Agriculture, que ce soit sur la fameuse loi d'orientation agricole dont on va revenir avec Floriane, que ce soit sur le soutien qu'elle a apporté à la fameuse PPL entrave agricole de Duplon, que ce soit sur des enveloppes qu'elle a délivrées sur le sanitaire, notamment sur la FCO, la fièvre catarrhale ovine, pour ceux qui ne sont pas des connaisseurs des maladies animales, et que ce soit évidemment sur la simplification, ce qui a beaucoup fait parler sur réduire les contrôles pour réduire les contrôles et faire en sorte qu'il y ait un contrôle unique. Et donc, l'OFB, c'était le fameux débat qu'il y a eu avec l'Office de la biodiversité, réduire leurs contrôles et les interventions qu'ils peuvent faire dans le cours de ferme. Du coup, là, factuellement, samedi, quand elle est arrivée, la ministre a laissé le champ libre au président, n'a pas fait d'annonce directe. Et en fait, ces derniers jours, elle a fait des petites annonces, mais qui concernent principalement le monde l'agroalimentaire et pas l'agriculture en tant que telle. Elle a fait des annonces sur un plan hydrique, elle a fait des annonces sur le lancement, sur l'adoption d'une enveloppe d'un fonds de 500 millions d'euros pour relancer la compétitivité dans le monde de l'agroalimentaire, qui était un fonds qui avait été annoncé il y a 2 ans par Marc Fesneau. Et ce qui était vraiment attendu, c'était la question du bouclier tarifaire pour les redevances de l'eau. Si il y a des acteurs du secteur qui me suivent, ils doivent bien connaître ce sujet-là parce que c'était un sujet qui était assez important pour les entreprises de l'agroalimentaire. Et malheureusement, il y a eu un quick de dernière minute entre le ministère de l'Environnement et Annie Genevard sur ce sujet-là. Donc, le bouclier n'a pas été annoncé. Très bien. Donc, programme chargé pour Macron, programme chargé pour Genevard. Ça laisse plus beaucoup d'espace pour François Bayrou, qui est quand même Premier ministre. Et non. Et qui est venu au salon. Il est venu au salon, ça ne lui laisse plus beaucoup d'espace, mais il a pris son espace en tant que Premier ministre. Il a fait une bonne déambulation de 11h lundi, dans lequel il a, lui non plus, pas annoncé grand-chose. Les rendez-vous se sont bien passés, mais des retours que j'ai eus, c'est vrai que entre le président, Madame Genevard et François Bayrou, le Premier ministre, les syndicats ont dit que le Premier ministre avait l'air de moins bien connaître et considérer le sujet que les 2 autres acteurs dont je vous ai cité précédemment. Et sa visite a pris tellement de temps lundi qu'il a dû revenir mercredi pour continuer sa visite
auprès des acteurs de la viticulture et des brasseurs de France, mais dans lequel il n'a pas non plus fait d'annonce. D'accord, bon, on a beaucoup d'heures passées par le trio de l'exécutif dans les travées du salon. On va remonter un tout petit peu dans le temps avec toi, Floriane. On va se replacer quelques heures avant le début du salon. À l'Assemblée nationale et au Sénat, les parlementaires ont adopté définitivement la LOA, la loi d'orientation agricole. C'est une loi qui est restée longtemps coincée dans les tuyaux parce qu'il y a eu la dissolution d'abord et puis la censure du gouvernement Barnier ensuite. Et finalement, si on fait un petit peu le bilan de l'examen de cette LOA avec toi, Floriane, on peut dire que le Sénat a réussi à imprimer sa marque sur le texte et faire passer ses priorités. Oui, c'est limite un euphémisme de dire que le Sénat a réussi à faire passer plusieurs de ses mesures phares, malgré les critiques notamment venues de l'Assemblée nationale. Par exemple, il y a l'instauration du principe de non-régression de souveraineté alimentaire dans l'article 1 qui a été ajouté, qui a été conservé en commission mixte paritaire. Il y a aussi un article assez important sur l'allègement des contraintes environnementales pour ceux qui veulent construire des ouvrages d'eau ou augmenter la taille des ICPE. Il y a aussi la question de la dépénalisation des délits environnementaux qui a été élargie aux élevages industriels et aux ouvrages de stockage d'eau. Donc ça, c'est les articles 13 et 15 qui ont fait beaucoup parler et finalement qui ont réussi à passer jusqu'à la commission mixte paritaire. Après, il faudra voir si ce texte passe l'étape du Conseil constitutionnel, puisque les écologistes et les insoumis ont déposé la semaine dernière. Floriane, on t'a perdu pendant quelques secondes. Tu parlais du recours constitutionnel des écologistes et des insoumis. Voilà, donc juste, j'allais finir, ça portait sur notamment ces articles 13 et 15, sur la réglementation environnementale qui a suscité beaucoup de critiques dans les rangs de la gauche et parmi les ONG. Il y a aussi une autre mesure qui a été introduite au Sénat, elle vise à faciliter la construction de retenues collinaires pour quand c'est des petites tailles, on va dire. Et ça, le but, c'est aussi de favoriser les moyens de production pour les agriculteurs, comme le demande la FNSEA régulièrement. Alors, je t'ai demandé aussi, pour préparer ce live, qui, selon toi, avait marqué les esprits pendant ces débats au Parlement. Et là, tu m'as donné très vite le nom d'un sénateur en particulier qui s'est particulièrement affirmé. Absolument. Anna en a parlé rapidement. Il s'agit de Laurent Duplon. C'est un sénateur de la Haute-Loire, donc terre de Laurent Wauquiez, pas très loin, qui est républicain, qui est ancien président de la FDSEA, dont le fils est d'ailleurs maintenant jeune agriculteur, donc il connaît très bien le sujet agricole. Il s'est vraiment imposé ces derniers mois au Sénat comme chef de file sur ces sujets et surtout il a réussi à instaurer un rapport de force avec le gouvernement et notamment avec Annie Genevard depuis son arrivée au mois de septembre au gouvernement. Donc c'est comme ça qu'il a pu faire inscrire dans l'agenda parlementaire sa proposition de loi sur les contraintes qui pèsent sur le métier d'agriculteur. Et ça, c'était pas du tout gagné d'avance, parce qu'en gros, je crois que c'est la 3e proposition de loi sur l'agriculture qu'il a déposée en quelques années. Et à chaque fois, le texte s'était arrêté assez vite au Sénat parce que l'exécutif ne le soutenait pas. Et là, on sent qu'il y a quand même un changement de cap depuis le mois de septembre avec Annie Genevard qui, globalement, est favorable à toutes les initiatives de Laurent Duplon. Et alors, question bête peut-être, mais on vient d'avoir la loi d'orientation agricole adoptée. La proposition de loi Duplon, le Sénat l'a votée, mais elle n'est pas encore passée devant l'Assemblée. Pourquoi est-ce qu'il a fallu 2 véhicules législatifs différents pour passer les mesures promises dans la crise agricole ? C'est une bonne question, parce qu'effectivement, certains acteurs disaient « mais pourquoi on ne met pas tout dans la LOA ?» Même la question du revenu qui est absent. En fait, on aura peut-être une proposition de loi Egalim, un projet de loi, on verra. En fait, la stratégie de Marc Fesneau, qui était ministre de l'Agriculture jusqu'en septembre, c'était de dire je veux faire une loi pour le renouvellement des générations, ça c'est la priorité. Ensuite, on a rajouté une enveloppe environnementale suite aux crises agricoles.
Mais n'allons pas trop loin, et la question des pesticides, c'est une question assez inflammable. Dans le grand public, ça peut prendre et ça peut susciter des réactions assez vives, quoi. Donc en gros, il s'est dit, on le fera après, plus loin, potentiellement, pour faire passer sa LOA. Et donc pour l'instant, cette stratégie a plutôt marché, puisque le texte est passé d'ailleurs très facilement à l'Assemblée comme au Sénat, alors que la PPL du plomb, à l'Assemblée, c'est pas encore gagné. Mais sur ce point, justement, la loi du plomb ne plaît pas vraiment à gauche de l'hémicycle du Palais Bourbon. Mais en fait, en vrai, c'est plutôt le bloc central, c'est-à-dire le MoDem et Ensemble pour la République, qui vont décider du sort, notamment des mesures les plus controversées de la loi du plomb. Exactement. Alors, les mesures controversées de la proposition de loi, en fait, il y en a beaucoup, on va dire. Donc, mais effectivement, il y a notamment la question de l'ANSES et des néonicotinoïdes. Donc, c'est une famille de pesticides qui va cliver ce bloc central, puisque d'après nos informations, à ce jour, le MoDem est clairement divisé et Ensemble pour la République également. Gabriel Attal a dit il y a quelque temps qu'il soutenait l'initiative de Laurent Duplomb, mais dans son parti, il y en a qui ne sont pas aussi emballés, comme Sandrine Lefeur, qui est présidente de la Commission du développement durable à l'Assemblée et qui est par ailleurs agricultrice bio en Bretagne. Et au MoDem, Marc Fesneau s'est toujours montré très réservé sur le retour des néonicotinoïdes. Puisque quand il était ministre au printemps dernier, il a toujours dit moi je veux bien faire des assouplissements pour d'autres mesures, d'autres pesticides qui pourraient être interdits, mais ça c'est un peu ma ligne rouge. Et l'autre mesure polémique, c'est la réforme de l'ANSES, donc l'autorité sanitaire française, puisque le gouvernement veut que les dossiers déposés par les fabricants de phyto soient examinés par ordre selon un ordre fixé par un comité qui intégrerait les filières. Et donc les questions environnementales et sanitaires ne seraient plus prioritaires pour que l'ANSES décide ce qu'elle va autoriser en premier. Et donc ça a l'air technique, mais c'est crucial, puisque l'ANSES traite, je crois que c'est 2000 dossiers par an. Donc en gros, la question de quel est le dossier qui va passer en premier, est-ce que ça va être celui porté par Bayer ou par Syngenta ? En fait, ça a des implications très concrètes. Merci Floriane. Alors juste avant de parler des élections aux chambres d'agriculture avec toi, je vais vous rappeler que vous pouvez poser vos questions dans le chat. Pour l'instant, on n'a pas reçu... Ah si, on vient de recevoir la première question. Donc c'est bon, à partir du moment où on a la première, en général, les autres arrivent très vite. Donc Floriane, pour terminer un peu ce tour d'horizon des sujets chauds, il faut quand même qu'on parle des élections aux chambres d'agriculture. Tu as suivi ça de près et de mon côté, j'ai même aussi travaillé sur des infographies qui sont disponibles sur le site de Contexte. Je fais un peu ma pub au passage, on va vous mettre le lien dans le chat. Voilà, merci Samuel qui vous met le lien dans le chat. Ces résultats, ça montre quoi ? Que la FNSEA, le syndicat majoritaire, a perdu quand même pas mal de terrain. Puisqu'elle est plus en tête elle a perdu plusieurs départements, notamment au profit de la coordination rurale. Alors, ce qui est surprenant, Floriane, c'est que ça inquiète pas forcément trop les responsables de ce syndicat, ce recul aux élections. Oui, alors là, on est encore dans la phase de digestion des résultats. Et c'est un peu logique que, pour l'instant, la FNSEA et JA, qui est son syndicat allié, fassent bonne figure et disent on a encore 80% des chambres, on a perdu 19 chambres au total, mais on reste majoritaire en nombre de présidences de chambres. Bon, ça c'est notamment favorisé par le mode de scrutin en fait, qui donne un avantage important à la liste arrivée en tête. Après, ça ne veut pas dire que dans l'arrière-boutique, on ne commence pas à réfléchir à la stratégie du syndicat ou des syndicats. Voilà, on sait qu'il va y avoir un congrès à Grenoble fin mars de la FNSEA et clairement la question de la stratégie à venir pour les prochaines années va être abordée puisque en fait ce qu'il faut noter quand même sur ces élections, c'est qu'il y a une progression notamment de la coordination rurale dans quasi tous les départements de France. Et parfois, c'était 20 points en plus. Par exemple, si je prends l'Aveyron, la FNSEA est restée majoritaire, mais en gros, il y a 5 points qui la séparent seulement de la coordination rurale. Un autre exemple, dans les Alpes de Haute-Provence, jusqu'à présent, la CR
n'avaient jamais réussi à déposer une liste. Et là, ils font 30% pour la première fois qu'ils déposent une liste. Donc, qui ne sont pas forcément connus. Voilà. Vraiment, il y a eu le fait d'Ouest où là, la CR a raté 7 chambres, mais ce phénomène-là s'étend au-delà du seul Sud-Ouest. Et d'ailleurs, la chambre régionale de Nouvelle-Aquitaine, les élections auront lieu mi-mars. A priori, la FNSEA et JA devraient s'en sortir parce qu'il y a d'autres collèges que les seuls agriculteurs qui votent. Il y a notamment les salariés agricoles, les représentants du Crédit Agricole. Donc eux, ils sont proches de la FNSEA. Donc ils vont sauver, on va dire, a priori cette chambre régionale, mais ça peut cacher, on va dire, un phénomène de fond de remise en question du monopole FNSEA. Floriane, le syndicat qui monte, on l'a dit, c'est la coordination rurale. Elle a une posture très protestataire, Elle est en rupture avec le système. Mais là, les élus qu'elle a obtenus vont être au cœur du système qu'elle dénonçait. Est-ce que ça va changer le positionnement de la coordination ? C'est bien possible et c'est tout le défi que le syndicat va devoir relever. En gros, pour vous donner quelques chiffres, la FNSEA, c'est 1000 salariés dans toute la France, la CR, c'est 40. Voilà. Donc, juste pour vous donner une idée de l'écart qui sépare, on va dire, le fonctionnement de ces deux organisations. En gros, la FNSEA est habituée depuis des décennies à travailler avec les pouvoirs publics, à préparer des amendements tout faits pour les parlementaires dès qu'il y a un texte législatif, à faire des propositions sur les décrets, les arrêtés. La coordination rurale, c'est pas du tout sa culture, c'est pas son habitude. Donc, ils vont devoir recruter. Et la question, ça va être, est-ce qu'ils se mettent dans les pas de la FNSEA d'une certaine manière, c'est-à-dire en jouant le jeu de l'expertise et peut-être de la cogestion qu'ils dénoncent, ou alors est-ce qu'ils vont rester toujours en dehors du jeu, mais dans ce cas-là, notamment, ils vont être peut-être confrontés aux critiques de certains agriculteurs qui vont dire « on a voté pour vous et on ne voit rien changer ». Parce que certaines demandes de la coordination rurale sont tellement radicales qu'elles ne peuvent pas être mises en place du jour au lendemain. Par exemple, la plus emblématique, c'est la demande de suppression de l'Office français de la biodiversité. Donc ça, ils ne pourront pas l'obtenir en 2 jours. Donc en gros, est-ce qu'il ne va pas y avoir une scission au sein du syndicat ? Et là, récemment, ce qui est intéressant, vous l'avez peut-être vu pour ceux qui sont abonnés au briefing Contexte, mardi, on en a parlé. En fait, le syndicat, la CR, au niveau national, a pour la première fois tapé sur la table en disant la coordination rurale dans le Lot-et-Garonne, vous exagérez. Donc la coordination rurale du Lot-et-Garonne, c'est la plus remuante, c'est la plus violente parfois, c'est ça ? Exactement, qui est habitué des coups de poing et des déclarations fracassantes. Et jusqu'à présent, on va dire, Véronique Le Floch, la présidente de la CR, laissait passer ou ne condamnait pas frontalement. Et là, elle a dit, notamment après Emmanuel Macron au salon samedi, où en gros une délégation de cette antenne régionale a essayé de s'inviter, elle a dit bon là vous exagérez et comme a dit Christian Convert, le secrétaire général, c'est pas ceux qui crient le plus fort qui ont toujours raison. Très bien, merci pour ce point sur les élections, Floriane. On note que tu prononces néonicotinoïdes parfaitement sans buter, alors que souvent les interlocuteurs C'est dans la fiche de poste à compter. Parfois les interlocuteurs se contentent de dire néonique parce que c'est quand même plus simple, mais Floriane, professionnelle jusqu'au bout, jusqu'à la dernière syllabe. Alors parmi les questions qui sont arrivées, celle de Valentin, je crois que tu as un peu évoqué cette thématique déjà, Floriane, mais il demande, le gouvernement ne se repose-t-il pas sur la proposition de loi Duplon et d'autres propositions de loi qui pourraient déboucher aussi? L'idée de la stratégie serait d'avancer sur certains sujets que le gouvernement ne souhaite pas porter en propre, les phytosanitaires, la répartition de la valeur, Egalim. Quelle marge de manœuvre du gouvernement sur ces textes? Quelle vision du gouvernement sur les sujets les plus clivants? Bon, la question est peut-être un peu vaste, mais peut-être Floriane, tu peux compléter tes propos là-dessus? Je connais le mieux donc la question des phytos. Effectivement, ça peut arranger le gouvernement qu'un sénateur fasse cette proposition. Après, Annie Genevard a clairement affiché son soutien au texte, donc là-dessus, elle n'est pas ambiguë. La difficulté, c'est plutôt du côté de la transition écologique avec Agnès Pannier-Runacher, qui encore récemment dit qu'elle n'était clairement pas favorable au retour des néoniques et de l'acétamipride, qui est une des substances actives qui pourrait être réautorisée.
Donc clairement, là, il y a un arbitrage interministériel qui n'est pas complètement fait, même si au Sénat, en première lecture, finalement, l'amendement proposé par les sénateurs LR a reçu un avis de sagesse du gouvernement. Et Annie Genevard a dit OK pour ce retour des néoniques. Voilà. Donc, avis de sagesse, on va rappeler, c'est quand le gouvernement souhaite laisser un peu la main au Parlement et pas trop s'impliquer dans le débat, donc ça rejoint ce qu'on disait. Autre question de Mathilde Xel. Quels sont selon vous les enjeux pour l'agriculture biologique dans ce contexte ? Elle évoque les remises en question du ciblage de l'agence bio et puis la tentative de suppression des objectifs de bio dans la loi d'orientation agricole, mais finalement je crois que les objectifs ont été maintenus, c'est ça Floriane ? Exactement, lors de la commission mixte paritaire qui a eu lieu la semaine dernière et qui réunissait donc 7 députés, 7 sénateurs. On va dire que les rapporteurs MoDem et EPR ont obtenu le retour des 21% de surface bio à l'horizon 2030, donc un objectif dans la loi. Donc ça, pour eux, c'était un motif de satisfaction. La Fédération de l'agriculture biologique s'en est félicitée. Après, est-ce que ça suffira à tout cette filière qui est en difficulté à encore gagner ? Et donc, on verra dans les prochaines semaines, notamment sur la question il y a une question un peu technique, mais qui est quand même très politique derrière, c'est la question des reliquats sur les aides PAC. Donc, en gros, en fait, les aides à la conversion en bio n'ont pas été consommées ou quasi pas, puisque la filière est quasiment à l'arrêt depuis 3 ans. Donc en gros, la question c'est où est-ce qu'on met cet argent, et c'est plusieurs centaines de millions, donc il y a quand même un enjeu financier important derrière. Donc est-ce qu'on le met sur un crédit d'impôt bio augmenté, est-ce qu'on le met sur les éco-régimes, voilà. Donc là on attend un peu un arbitrage d'ici avril de gouvernement et on verra quelle est leur orientation sur ce sujet-là assez sensible. À surveiller en lisant bien sûr le briefing de Contexte Agro dans votre boîte mail tous les matins. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de prendre un essai. On va attaquer la deuxième partie de ce contexte-là et on va essayer de se détacher un peu de l'actualité récente, prendre un petit peu de recul et se poser la question de l'avenir du modèle agricole français. C'était le thème d'un des articles de Contexte Agro cette semaine. Anna, on va commencer par un paradoxe. On a rarement autant parlé d'agriculture dans les médias. Il y a eu toute une série de mesures, il y a eu 2 lois, il y a eu beaucoup de débats et de polémiques. Et pourtant, on a l'impression que la question, qu'on n'a pas vraiment trouvé de solution pour augmenter le revenu des agriculteurs, alors que c'est la priorité numéro 1 d'à peu près tout le monde. Comment expliquer ce paradoxe ? Alors déjà, il faut quand même l'admettre, c'est qu'il y a une progression. Le revenu des agriculteurs va mieux. C'est juste qu'il y a aussi une fâcheuse tendance dans le monde agricole. Ce qu'on comprend, c'est de toujours alarmer, de dire que ça ne va pas. Mais quand on discute avec les acteurs du secteur qui sont présents sur le salon, ils le reconnaissent, dans certaines filières, ça va mieux. Et d'ailleurs, avant le salon de l'agriculture, il y a des interprofessions qui sont celles du lait, par exemple avec le CNIEL, celle du porc avec Inapor et celle de la volaille, qui ont organisé des conférences pour donner leurs chiffres. Et dans les chiffres, on constate que le revenu est mieux, qui sont mieux payés. Bon, alors sur le porc, il y a une petite baisse, mais sur la volaille et sur le lait, il y a une nette progression. Déjà, ça, il faut le dire. Ensuite, ça ne fait pas tout, mais ce n'est pas rien. Donc, le vrai problème avec le revenu agricole, c'est que c'est une question qu'on aborde sous l'angle des négociations commerciales, en fait. Alors qu'on ne peut pas résumer le revenu agricole juste à l'enjeu des négociations commerciales. D'autant plus qu'aujourd'hui, dans la manière dont on traite des négociations commerciales, on parle principalement des relations entre les producteurs, l'agroalimentaire et la distribution. Mais il faut le noter, c'est qu'il y a un net recul de la part de la grande distribution en France. Elle correspond aujourd'hui à peu près à 40%, alors que, je ne sais pas vous, mais moi personnellement, je vais de plus en plus faire mes courses dans les petits restaurants, dans les fast-foods, où là, pour le coup, il y a aucune réglementation qui soit instaurée sur la restauration hors domicile et sur l'export. Et donc, quand on veut évaluer la question du revenu agricole, c'est compliqué de le faire juste sur le prisme qu'on a actuellement, tout en omettant toute une partie, en fait, où va la matière première française agricole. Et c'est un peu ça, l'enjeu. Il y a déjà ce premier enjeu, et le deuxième enjeu, et on y reviendra plus tard, mais c'est aussi l'enjeu de savoir ce qu'on veut vraiment, l'enjeu de la taille des exploitations. Donc du coup, est-ce qu'on atteint un peu les limites des politiques publiques ? Est-ce qu'on peut dire, un peu comme disait Lionel Jospin à son époque, l'État ne peut pas tout, y compris en matière agricole ?
Alors, c'est difficile pour moi de répondre à votre question, mais je peux vous dire ce que j'entends. Et ce que j'entends, c'est que le consommateur a une responsabilité là-dedans. Que ce soit le consommateur, que ce soit la distribution, que ce soit l'agroalimentaire. Et ce que je dis, mais ce qui n'est pas encore concerné, la restauration hors domicile, par exemple, il faut aussi qu'on se responsabilise et on ne peut pas tout attendre de l'État. Et pour le revenu agricole, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est un euphémisme. Mais en fait, dans un monde idéal, il faut juste accepter que le consommateur paye un petit peu plus, en fait. Mais ce qui est vrai, c'est que on peut difficilement vouloir, parce qu'il y a un vrai paradoxe, c'est qu'on veut des produits de bonne qualité, on veut du produit français, mais on n'est pas prêt à payer davantage, nous, en tant que consommateurs. Et donc, du coup, c'est ça qui est compliqué. C'est ce que disent les pouvoirs publics, mais c'est ce que disent aussi les syndicats agricoles. Ils disent, mais en fait, il faut aussi accepter de mettre 40 centimes de plus dans son yaourt. Parce qu'à côté, on a des industries de l'agroalimentaire et des distributeurs qui, eux, ils sont pas fous. Hein. Ils sont dans la concurrence, dans la compétitivité. Donc, si le consommateur veut prix le plus bas, c'est pas compliqué, ils iront au prix le plus bas. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ils répondent à une demande. Et la demande, aujourd'hui, c'est le prix le plus bas. Et c'est là, c'est sur ce point-là qu'effectivement, les pouvoirs publics sont un peu limités. Alors, j'ai un deuxième paradoxe pour toi, et ça va nous servir d'enchaînement. Sur la question des négociations commerciales entre le monde agricole et les autres acteurs, que tu as déjà commencé à évoquer, il y a eu les États généraux de l'alimentation, il y a eu une première loi Egalim, il y a eu une deuxième loi Egalim 2, et pourtant, à écouter les analyses, on a l'impression que ces moments de négociation instaurés, ça ne fonctionne pas vraiment. En tout cas, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Ça fonctionne tellement pas qu'on veut en Egalim 4. 4, j'en ai raté un. Il y a déjà eu un Egalim 3. Il y a déjà eu un Egalim 3. Ah, j'en ai raté un, pardon. Et là, on est en train de discuter au salon de l'Egalim 4. Donc, Annie Genevard a annoncé qu'elle voulait un projet de loi sur Egalim d'ici l'été 2025. Donc, je recontextualise parce que, vu que je suis sûre que vous nous lisez fréquemment, vous avez bien vu qu'il y a une proposition de loi qui est déposée par le député EPR Stéphane Travert et qui concerne aussi les enjeux des négociations commerciales. Dans cette proposition de loi, c'est assez minime et précis ce qu'il veut. Il veut la reconduction des dispositifs à instaurer par Egalim 3, donc ce qui concerne le SRP plus 10, c'est un peu barbare, mais c'est le seuil de revente à perte plus 10% pour pas qu'on puisse, les distributeurs puissent revendre à perte. D'accord. Et en plus de ça, il y a la question de l'encadrement des promotions sur l'alimentaire et sur le DPH qui sont les produits d'hygiène. Ce que veut l'agroalimentaire, c'est de maintenir l'encadrement des promos pour justement assurer un meilleur revenu pour nos agriculteurs. Ce que le député pensait, c'était retirer le DPH, donc les produits d'hygiène là-dedans, et arrêter les promos autour de ça. Enfin, ne pas arrêter les promos autour de ça, mais plutôt maintenir les promos autour du DPH. D'accord. Et lâcher sur l'alimentaire. Donc ça, c'est les débats qui sont encore en train d'avoir lieu en ce moment sur cette PPL au Salon de l'Agriculture. Mais plus largement, il y a une volonté de la part du gouvernement de vouloir repenser une énième fois donc le système des négociations commerciales. Et pour ça, il y a un projet de loi qui doit être fait avant l'été 2025, si le calendrier le permet, et qui sera travaillé avec les parlementaires. On sait déjà que les personnes en charge de ce dossier-là à l'Assemblée nationale, c'est Julien Dive et Stéphane Travert. Au Sénat, on ne sait pas encore, donc je ne peux pas m'avancer là-dessus. Donc si j'ai bien suivi, il y a à la fois un travail à l'intérieur d'une proposition de loi qui pourrait devenir Egalim 5. Oui, parce qu'il y a une reconduction en fait, des dispositifs. Egalim 4, oui. Voilà. Mais il y a aussi un projet de loi dans les tuyaux. Exactement. Donc il y a les deux en ce moment, parce que la PPL, au vu de l'Assemblée qui est très incertaine en fait, elle est précise, concise et elle s'attaque à certains sujets. D'accord. Alors que le projet de loi serait un projet avec beaucoup plus d'envergure, où on aborderait beaucoup plus de sujets. Mais j'en reviens à votre question principale maintenant que j'ai bien... Est-ce que ça marche ou pas ? Et ben en fait, ou est-ce qu'il faut continuer à s'obstiner ? Oui, on constate que ça marche, mais ça marche pour le lait. En fait, ça marche pour le lait parce que Egalim, il faut le dire, a été principalement pensé pour le secteur laitier. Et là, ce n'est pas moi qui m'avance trop, mais quand on regarde le dernier rapport qui a été écrit par les députés, la mission de contrôle Egalim 2, écrit par Julien Dive, Mathilde Digné, donc qui sont des députés à l'Assemblée nationale, quand on va minutieusement sur la liste des personnes auditionnées, on se rend bien compte que les seuls qui ont été auditionnés sur la partie des producteurs, c'est les producteurs laitiers. Donc c'est qu'on reconnaît que Egalim ne marche principalement que pour le lait et est pensé pour le lait, parce que c'est un mécanisme qui ne s'adapte pas à toutes les filières. Oui, par exemple, ça ne marche pas vraiment pour les éleveurs de porc d'un côté ou les maraîchers.
Oui, alors en plus, au-delà de dire que ça ne marche pas, c'est qu'ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas, voilà. Ils n'en veulent pas, c'est parce que... Alors, sur la question des maraîchers, je vais m'avancer, Floriane pourra peut-être compléter parce que c'est la spécialiste là-dessus, mais c'est qu'ils sont conditionnés aux saisons. Donc en fait, de leur imposer des dates de négociation à un certain moment de l'année, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Pour le porc, par exemple, ils en veulent pas parce que eux, ils sont extrêmement libéraux, donc ils veulent être avec les prix du marché. Et, quitte à demander des aides quand les prix du marché sont trop bas. Et c'est ça le problème, c'est que le secteur du porc, par exemple, va systématiquement demander des aides quand quand les prix sont trop bas, sauf que le gouvernement leur répond, en fait, vous avez qu'à aller dans Egalim. Si vous voulez un prix revenu, si vous voulez une sanctuarisation de la matière première agricole, allez dans Egalim. Et ce qu'Egalim fait de bien, parce qu'il faut quand même le dire, c'est qu'elle permet plus de transparence. Entre et les producteurs, et les industriels, et les distributeurs. Et quand il y a de la transparence, force est de constater, c'est ce que me disaient les jeunes agriculteurs hier, qu'en fait ça fonctionne mieux pour le revenu, parce qu'on en revient là finalement. Et sur la volaille, la transparence est là, et donc du coup ça fonctionne mieux. Mais aujourd'hui, c'est compliqué, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que Egalim visiblement ne permet toujours pas de la transparence, parce que le vrai sujet là en ce moment au salon, entre l'agroalimentaire et la distribution, c'est que la distribution dit vous, les agroalimentaires, vous n'êtes pas transparents sur la matière première agricole, et l'agroalimentaire répond vous, les distributeurs, vous ne respectez pas la sanctuarisation de la matière première agricole. Et donc du coup, au lieu de se dire on va se mettre autour de la table et se parler, non, on est en train de repenser un énième cadre dont je vous parlais, ce projet de loi Egalim, pour continuer dans cette idée de transparence. Donc quand même davantage de transparence grâce à ce nouveau cadre, enfin ce cadre mis en place par les différentes lois, mais cependant toujours beaucoup de méfiance entre les acteurs, quoi. Oui. Sur les niveaux de marge, sur les niveaux de marge et vraiment sur cette question de la transparence, parce que et les syndicats agricoles sont un peu le bon reflet de ce qui se passe, parce que quand on parle à l'agroalimentaire, ils vont se défendre, la distribution va se défendre, mais finalement les syndicats agricoles, c'est intéressant ce qu'ils disent. Ils disent aujourd'hui, le cadre Egalim, il demande il garantit la sanctuarisation de la matière première agricole. Mais pour la garantir, l'agroalimentaire, elle, se saisit de cette fameuse option dont on parle tout le temps, qui est l'option 3. Donc en fait, c'est de passer par un haut commissaire aux comptes qui dit, en fonction du contrat, qui certifie le contrat, qui dit qui le tranche contrat, un peu, qui est un peu voilà. Et qui dit, je le confirme, le contrat est conforme aux lois Egalim. Mais la grande distribution, visiblement, remet en question la parole du commissaire aux comptes et dit « Ah non, nous, on veut que l'industriel vienne et qu'il ait écrit noir sur blanc sur le contrat, voilà ce que moi j'ai payé auprès de mon producteur. » Il veut connaître ce chiffre-là. D'accord. Mais ce que dit l'agro-industrie, c'est que si ils ont connaissance de ce chiffre-là, eux, ce qu'ils craignent, et ce que les syndicats agricoles comprennent, c'est que du coup, les distributeurs aillent complètement taper sur la matière première industrielle en disant « Ah bah donc ça c'est la MPA, donc on va vous payer ça. Et ensuite, les coûts que vous allez faire sur la matière première industrielle, ils vont les baisser. Ils vont être beaucoup dans des demandes de déflation en fait. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, mais les distributeurs sont aussi des industriels, de par leur MDD, les marques distributeurs. Et donc ils ont conscience des coûts de hausse et de baisse sur les charges industrielles. Donc ce qu'ils disent, c'est que ah non, vous venez avec une augmentation sur l'énergie, par exemple, c'est ce qui se passe cette année, mais eux, ils disent, mais nous, on est conscience, en fait, de l'augmentation de l'augmentation ou de la baisse sur les coûts de l'électricité. Donc, vous pouvez pas nous faire croire non plus n'importe quoi. Et les syndicats agricoles en sont conscients et ils disent, nous, ce qu'on demande avant tout, c'est la sanctuarisation de la matière première agricole, on veut de la transparence là-dessus. On comprend que les industriels veulent pas se mettre à nu devant la grande distribution, mais le problème, c'est qu'à la fin, du coup... nous, on se retrouve encore pénalisés, en fait, parce que la transparence et la défiance et le jeu de poker menteur que les gens disent souvent est encore présent. Et donc, ils en sont même à dire que il faut en passer par la sanctuarisation aussi de la matière première industrielle, on en passera par là. Mais permettez-moi... Ça commence à ressembler à une économie très régulée quand même. Exactement. Et c'est là où je fais souvent cette blague, c'est que je leur dis, pour des gens qui sont aussi libérales, parce qu'on ne peut pas se mentir, ils ont une idée très communiste de ce qu'ils veulent faire. C'est qu'on sanctuarise tout, on met des dates de contrat de partout. Alors qu'en fait, ça c'est ce que les gens disent en on, mais en off, quand on discute sincèrement avec eux et qu'on leur demande ce qu'ils veulent, je ne suis pas certaine qu'ils veulent une énième loi Egalim et je ne suis pas certaine qu'ils veulent tout réglementer à ce point-là. Ouais, c'est intéressant. On a l'image d'une partie de poker où tout le monde essaye de garder ses cartes, de pas trop les montrer. Alors, une solution quand même qui est régulièrement mise sur la table, c'était l'idée de faire un Egalim au niveau européen, notamment qui est un peu la même logique avec tous les acteurs européens.
Donc là, on parle de négociations commerciales qui s'appliqueraient à tous les États de l'Union. Arthur, ça ressemble quand même à une utopie, hein, ce type de dispositif. Oui, tout à fait. En fait, l'égalime européen, c'est un terme dont on a entendu parler, dont on entend parler depuis plusieurs années, mais qui est revenu vraiment sur le devant de la scène de manière assez importante au plus fort de la crise agricole l'année dernière. On avait les manifestations avec des tracteurs dans les rues de Bruxelles à côté du Parlement européen, et à quelques centaines de mètres de là, un sommet européen qui regroupait les chefs d'État et de gouvernement, pendant lequel Emmanuel Macron, à la fin, lors d'une conférence de presse, a exprimé le souhait de créer un égalime européen. Alors concrètement, ce qu'il entend par là, en fait, c'est surtout un outil qui permettrait de lutter contre les pratiques de ce qu'on appelle des centrales d'achat européennes, enfin de différents distributeurs qui en fait profitent du marché unique européen en opérant depuis un autre État membre pour en fait contourner, par exemple, les lois Egalim en France, mais contourner les règles, le droit de la concurrence, c'est vrai, qui concerne les négociations commerciales qui sont appliquées dans chaque État membre. Et donc ça, c'est ce qui a été annoncé, qui a été souhaité par Emmanuel Macron en février 2024. Depuis, ce qu'a fait la Commission européenne, c'est qu'en décembre l'année dernière, elle a présenté 2 propositions, dont une qui concerne l'application transfrontalière de la directive contre les pratiques commerciales déloyales. Donc c'est un nom un petit peu compliqué, la directive UTP. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce texte-là ne va pas du tout sur ce qu'on pourrait appeler de l'extraterritorialité. C'est vraiment, en fait, l'objectif de ce texte, c'est juste de permettre à la DGCCRF, donc l'autorité française qui fait respecter le droit de la concurrence et qui est dans la répression des fraudes, et à ses homologues dans les autres États membres, ses homologues européens, de mieux coopérer, de faire par exemple des actions coordonnées pour, dès qu'on constate une violation, par exemple en Espagne, que la DGCCRF puisse aller voir son homologue espagnol pour dire on a constaté ça, aidez-nous à faire une action pour sanctionner cette pratique. Et ensuite, nous, on a posé la question, notamment par exemple à la Direction Générale de l'Agriculture de la Commission Européenne qui a élaboré ce texte. On a dit, pourquoi vous n'êtes pas allé plus loin qu'une simple coopération, parce que juste permettre à des autorités européennes de se parler, déjà on pensait que ça pouvait déjà être le cas, mais on a l'impression que c'est pas une révolution, ça manque un petit peu d'ambition. Et là, il y a 2 explications qui ont été mises sur la table par la direction, par la DG Agri et aussi ailleurs au Parlement européen dans certains États. C'est-à-dire qu'en fait, on parle de pratiques commerciales déloyales qui sont définies dans une directive. On a une liste avec des pratiques vraiment qui sont interdites. Mais le problème, c'est qu'une directive, c'est pas un règlement, il faut que ce soit transposé dans le droit national. Et là, il y a des différences d'application d'un État membre à l'autre qui sont vraiment assez importantes. Et la France, il y a souvent des interlocuteurs qui me disent ça, a plusieurs années d'avance par rapport à d'autres États. Et donc en fait, les autres États ont peur que l'autorité française vienne leur dire « Nous, on a cette règle qui est beaucoup plus ambitieuse que la vôtre, et on veut la faire respecter chez vous. » Donc là, forcément, c'est pas possible. Et tout le monde s'est assez mis d'accord sur ce fait que en fait, cette extraterritorialité ne pourra jamais fonctionner dans ce cas-là. Et par contre, on a quand même aussi un autre petit signal, c'est qu'il y a des choses, il y a un cas par exemple où la DGCCRF a obtenu gain de cause dans la sanction d'une centrale d'achat européenne qui opérait depuis la Belgique pour non-respect d'une des règles qui s'appelle la règle sur la date butoir. Et donc finalement, on a l'impression que ça a ouvert une porte dans le cas de certaines pratiques commerciales déloyales, donc vraiment quelque chose de dénuméré limitativement, qui est vraiment très, très limité. On a l'impression que ça pourrait, en fait, que cette extraterritorialité, on n'a pas besoin d'un nouveau texte, parce que dans certains cas, elle est déjà possible. Mais en fait, c'est un petit peu compliqué de le savoir pour l'instant, et j'ai parlé notamment avec des représentants de distributeurs européens qui nous disent cet exemple-là, c'est un exemple pour l'instant qui est très isolé, et c'est typiquement ce qu'on ne veut pas. Ah oui. Et donc en fait, on est un petit peu à un moment de statu quo où tout le monde trouve que on veut rester dans un marché unique, on veut continuer la coopération entre les États, on veut que ça se passe bien. Donc, on va d'abord prendre cette proposition de la Commission européenne qui est arrivée en décembre 2024. A priori, elle devrait être adoptée sans beaucoup de difficultés et entrer en vigueur et sans grande préoccupation.
et ensuite on verra comment ça évolue, et si nécessaire dans les années à venir, peut-être que le débat reviendra sur le devant de la table, mais on a l'impression que même la France, finalement, cet égalim européen, elle a bien conscience que ce ne sera pas pour tout de suite. D'accord. Donc pas de grands chantiers, mais peut-être un peu d'huile dans les rouages et un peu de pression politique pour les autorités, notamment chargées des fraudes, de la répression des fraudes et du respect de la concurrence. On n'a pas de nouvelles questions, on a des commentaires de Charlotte Labauge notamment qui contestait un petit peu les propos d'Anna, mais c'est très bien, ça fait un peu de débat, ça fait partie du jeu aussi. Du coup, Arthur, on va passer à la dernière partie de ce contexte live et on va parler d'Europe avec toi. C'est difficile de faire autrement vu le poids qu'ont les décisions prises à Bruxelles pour le secteur de l'agriculture. Alors, pour commencer, on va revenir sur le cas de ce nouveau commissaire européen, Christophe Hansen, qui est pas très loin de Florian en ce moment au salon. Il est présenté comme un homme de terrain, pas un techno. Alors oui, lui se présente vraiment comme ça. Donc il est luxembourgeois, il vient d'une famille d'agriculteurs qui est aussi très engagée en politique, puisque quand il doit rencontrer, par exemple, la ministre de l'Agriculture luxembourgeoise, il rencontre en fait sa cousine Martine Hansen. Et en fait, lors de son audition au Parlement européen, il avait évoqué le cas notamment de son frère qui a été agriculteur et qui est décédé. Et il a beaucoup parlé du surmanage auquel sont exposés les agriculteurs. Donc, il se présente vraiment comme un commissaire qui a, sa formule, c'est les bottes sur le terrain et il multiplie les déplacements. Il était en Espagne en fin de semaine dernière pour présenter justement sa vision et pour aller dans la région de Valence pour voir les agriculteurs qui ont été affectés l'année dernière par les inondations catastrophiques. Il est au salon de l'agriculture là, mais il est déjà allé en Irlande. Enfin, il a déjà multiplié les déplacements et il veut vraiment se présenter comme quelqu'un de pas technocratique, qui a une approche très pragmatique des réalités du terrain et qui est à l'écoute des agriculteurs. Après, il ne faut pas oublier qu'il a fait toute sa carrière au gouvernement luxembourgeois, il a été député européen, il a travaillé à la représentation permanente du Luxembourg auprès des institutions européennes. C'est quand même un homme politique. D'accord, tout le monde va regarder la quantité de boue sur ses chaussures pour évaluer si vraiment, s'il a vraiment les bottes sur le terrain. Alors un bon commissaire, Arthur, c'est un commissaire qui gagne des arbitrages face aux autres commissaires. C'est comme ça que marche un peu la machine européenne. Pour le moment, sur ce point, Hansen, il n'est pas vraiment trop sorti de son couloir. Oui, on a l'impression qu'il se mouille pas trop. En fait, on a vraiment... Christophe Hansen, sa nomination, ça donne l'image d'un commissaire à l'agriculture idéal pour Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un commissaire qui connaît bien les sujets, on l'a déjà dit, mais c'est aussi un commissaire issu du Parti populaire européen, la droite européenne, qui est le parti d'Ursula von der Leyen, et qui, lors de son audition, lors de toutes ses interventions, vraiment ne déroge jamais de la feuille de route, de la lettre de mission qui a été fixée par la présidente de la Commission européenne. Et lui-même, d'ailleurs, le reconnaît souvent, parfois quand il est en Conseil agriculture, face au ministre de l'Agriculture, il dit écoutez, très bien, j'entends, je suis plutôt d'accord avec vous, mais vous savez qu'il y a un collège des commissaires que je ne décide pas tout seul. On est loin de Thierry Breton qui s'enflammait. On est loin de Thierry Breton. Tweet clashé Elon Musk. Et en fait, on peut voir un petit peu, on peut comparer avec, par exemple, le précédent commissaire à l'agriculture, qui était le Polonais Janusz Wojciechowski, qui était lui, membre du parti d'extrême droite ECR, et qui a souvent pris des positions qui allaient complètement à l'encontre de ce que voulait la Commission européenne, notamment sur la question très compliquée des échanges commerciaux avec l'Ukraine. Mais sauf que c'était le seul commissaire ECR du collège qui regroupe 27 commissaires. Il était complètement isolé et il n'a jamais obtenu gain de cause. Donc il faut voir un petit peu qu'est-ce qui fonctionnera de mieux entre la méthode Hansen, qui va vouloir plutôt aller négocier avec ses homologues, et en restant vraiment à la base, dans les clous, et la méthode plus contestataire de Wojciechowski. Alors, il a présenté sa vision pour l'agriculture, c'est comme ça qu'on appelle ça à Bruxelles. Et tu as pu l'interroger à ce sujet pour Contexte, l'interview est disponible sur contexte.com. Dans sa vision, le maître mot, c'est simplification. C'est ça, en fait, c'est vraiment un changement de paradigme. On a l'impression que ce qu'il nous a expliqué, c'est pour lui, j'ai vraiment pris en compte toutes les leçons de la crise agricole. C'est-à-dire qu'avant cette vision, au mandat précédent, on avait eu le Green Deal qui s'était décliné dans sa version agricole, dans une stratégie qui s'appelait la stratégie de la ferme à la fourchette, qui fixait des objectifs environnementaux, notamment ambitieux pour l'agriculture. On se souvient de l'objectif de 50% de réduction de l'usage des pesticides à horizon 2030. On avait des objectifs sur l'agriculture biologique. On avait une PAC
dont le versement des paiements à l'hectare était conditionné au respect de règles environnementales que certains agriculteurs ont trouvé très strictes. Et ce que Christophe Hansen nous a expliqué pendant l'interview, par exemple, c'est j'ai bien compris que les organisations agricoles européennes, ce qu'elles m'ont dit, c'est vraiment, on a l'impression d'une approche descendante, qu'on nous a imposé ces objectifs chiffrés qui étaient complètement pour eux irréalisables, sans vraiment nous consulter. Et donc, Christophe Hansen explique, ce que je vais faire, c'est 2 choses. Déjà, un nouveau paquet de simplification de la PAC, après celui qui avait été fait l'année dernière, pour continuer dans cette logique de alléger le fardeau administratif. Donc ce paquet, il est attendu pour le printemps 2025. Et surtout, en fait, on a un changement total de paradigme où on abandonne complètement certains objectifs de la stratégie de la ferme à la table, notamment les objectifs de réduction de l'usage des pesticides. On était sur moins 50% d'ici 2030. C'est ça. Donc ce chiffre n'existe plus. Et après, il y a beaucoup de recommandations pour la prochaine PAC. En fait, le mot d'ordre, il le répète souvent, c'est des incitations plutôt que des obligations. Du coup, si je résume, c'est peut-être une bonne nouvelle pour les agriculteurs, mais c'est pas vraiment une bonne nouvelle pour la politique climatique de l'UE ou pour la protection de l'environnement, la biodiversité. Oui, en fait, c'est un peu tout le souci. Par exemple, quand on lui parle de pesticides, Christophe Hansen nous répond il répond 2 choses. Il répond appliquer au niveau européen ce qu'on appelle le principe pas d'interdiction sans solution. Donc, ce qui est plutôt un retour en arrière par rapport à la. Donc, ça veut dire, par exemple, on n'interdit pas tous les néonicotinoïdes parce que la filière de la betterave en a besoin. Alors, il ne parle pas d'un retour en arrière sur ce qui est déjà interdit, mais plutôt sur les nouvelles décisions à venir. Et c'est vraiment plus un principe. Il n'y aura pas de proposition législative particulière sur ça. Mais ensuite, il nous dit très bien, mais je vais aussi, en fait. Mon approche, c'est de donner des nouveaux outils aux agriculteurs, donc accélérer l'utilisation des outils de biocontrôle, les biopesticides qui sont beaucoup moins nocifs pour l'environnement. Donc là, il y aura une proposition là-dessus aussi. Donc en fait, par exemple, pour gérer la question des pesticides, c'est pas de nouvel objectif, pas d'interdiction sans solution, et plutôt des nouveaux outils. Est-ce que ce sera suffisant pour endiguer les conséquences que leur utilisation peut avoir sur la biodiversité ? C'est une bonne question, et en fait, c'est surtout sur la PAC, plus largement, quand on parle de sortir de la conditionnalité de ces obligations environnementales. La PAC actuelle, elle est déjà énormément critiquée, alors que ces obligations environnementales sont appliquées, en disant il y a des rapports, alors parfois des rapports d'ONG environnementales, mais il y a aussi des rapports, par exemple, de la Cour des comptes européenne qui dit concrètement, cette PAC n'est pas à la hauteur des ambitions du Green Deal. Donc, si on part de là et qu'on réduit encore, a priori, du moins les observateurs qui considèrent que... On s'inquiète, j'imagine, du côté des ONG, notamment. Alors, il y a un sujet sur lequel ce nouveau commissaire va avoir du mal à satisfaire tout le monde, c'est la question des budgets. Dans les consultations qui ont eu lieu, qui avaient été lancées par Ursula von der Leyen, il y avait l'idée de débloquer de nouveaux financements pour assurer la transition écologique, pour essayer peut-être aussi de soutenir les filières face à tous les défis que tu as évoqués. Ça, c'est pas gagné. Là, sur le côté budgétaire, il risque d'avoir du mal à obtenir des arbitrages favorables. Non, vraiment, si autant il s'est montré comme vraiment étant à l'écoute des agriculteurs, mais il y a plusieurs points noirs dans sa vision qui ont été relevés par plusieurs organisations agricoles européennes, notamment la question budgétaire. En fait, cette vision, elle reprend dans les grandes lignes les recommandations de ce qu'on appelle le dialogue stratégique sur l'avenir de l'agriculture, qui est, pour résumer, une grande consultation qui a été lancée, qui a duré 7 mois, auxquelles ont participé une trentaine d'organisations, donc des associations environnementales, des agriculteurs, l'agriculture biologique, aussi des distributeurs, pour essayer de dépolariser les débats et arriver à un consensus. Ce consensus, c'est un document de 120 pages où il y a beaucoup de choses. Et il y a effectivement de dire, on a bien compris, dans ce rapport, les organisations reconnaissent que, même les organisations environnementales qui ont signé, que l'approche des obligations, c'est souvent contre-productif pour atteindre les objectifs environnementaux de l'agriculture. Donc on va aller vers plus d'incitation. Mais, en parallèle de ça, et ils insistent beaucoup là-dessus, c'est on veut bien faire ça, mais il nous faut plus d'argent. Et il y avait notamment une suggestion dans ce rapport, c'était la création d'un fonds pour une transition juste de l'agriculture. Et alors quand on voit tout ça, ensuite Christophe Hansen arrive en février avec sa vision, et il la présente. Pendant l'interview, il nous a expliqué, il nous a dit plusieurs reprises, on ne pourra pas faire plus pour l'environnement si on n'a pas plus d'argent. On s'est dit très bien, c'est un bon signal, mais le fonds pour la transition juste, il n'existe pas, il n'est pas dans la vision. Et concrètement, ce qu'a dit Christophe Hansen, c'est je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que ce serait préjuger, anticiper les débats sur le cadre financier pluriannuel de l'Union européenne
qui arrivera. Voilà, justement, on va passer à ce point, puisque tu as commencé à l'évoquer. La politique agricole commune, la PAC, va être renégociée, parce qu'elle est définie de manière pluriannuelle. Mais il faut aussi rappeler que la PAC dépend de négociations plus larges sur le MFF, le budget de l'Union européenne. Est-ce que tu peux nous donner une idée de la séquence qui arrive et des échéances ? Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça ne dépend pas du tout du commissaire de l'agriculture, ça dépend du commissaire au budget, qui va arriver donc, en juillet 2025 avec une proposition de nouveau cadre financier pluriannuel. C'est vraiment le budget de toute l'Union européenne qui est défini, donc, a priori pour la période de 2028 à 2034. Donc, on lance les négociations dès 2025 parce qu'on sait que ça va être des négociations très compliquées. Et donc, il y aura cette proposition en juillet 2025, dont vont se saisir les États, le Parlement européen. Et les propositions pour la prochaine PAC arriveront ensuite, a priori plutôt fin de l'année, automne 2025, une fois qu'on saura à peu près, selon le premier texte sur le budget qui est présenté, de quel budget pourra disposer la future PAC, qui elle aussi devra s'appliquer après 2027. Alors, il y a une autre nouveauté qui est évoquée pour décider de la répartition du budget européen, c'est l'idée de plans nationaux. Alors, est-ce que j'ai bien compris si je dis que la politique agricole commune, avec ce mécanisme de plans nationaux, serait plus vraiment une politique agricole commune ? Oui, je pense que c'est une bonne interprétation. En fait, cette idée, c'est vraiment la grande révolution qui est proposée, qui devrait être proposée cette année dans les négociations sur le futur cadre financier pluriannuel de l'Union européenne. C'est nos collègues notamment de l'édition Pouvoir qui ont bien suivi ça. En fait, ce que la Commission européenne propose de faire, c'est de regrouper plein de fonds différents, des fonds européens, notamment en particulier toutes les politiques de cohésion et la politique agricole commune, ce qui, à L2, représente déjà 2/3 du budget de l'Union européenne, un gros morceau, voilà, dans des enveloppes nationales, en fait. Et ensuite, chaque État, les 27 États, seraient chargés d'élaborer des plans nationaux qui seraient ensuite contrôlés, validés ou pas, amendés par la Commission européenne pour expliquer, voilà, vous nous avez donné cette enveloppe pour toutes ces politiques, voilà comment on entend les dépenser. Et en fait, ça fait beaucoup penser à ce qui se fait déjà dans la PAC actuelle en ce moment avec les plans stratégiques nationaux. Donc pareil, les États élaborent des plans pour expliquer voilà, les dépenses, les règles qu'on veut mettre en place. Et quand on avait créé cette PAC qui est donc en 2019, déjà là on a dit on est en train de renationaliser la PAC. Si là on se dit on fait ça pour encore plus de fonds, effectivement on va aller encore plus loin dans ce côté de donner plus de marge de manœuvre aux États. Donc on aura un budget européen mais découpé en bouts et à chaque État ensuite libre, à peu près libre on va dire de le répartir. Voilà. Comme alors reste à voir justement la marge de manœuvre dont ils disposeront, mais en fait ce qui est très intéressant, ce qui est le plus important là-dessus je pense pour les personnes qui nous suivent, c'est vraiment de se dire qu'on n'aura plus un budget de la PAC sanctuarisé à côté avec cette enveloppe PAC, quoi. D'accord. Et à cette évolution ou cette révolution du budget européen, il y a un pays qui est plutôt opposé, c'est la France, j'ai l'impression. Alors, en fait, c'est intéressant parce que la semaine dernière, il y a eu lundi, il y a eu un conseil agriculture, donc auquel ont participé les 27 ministres de l'agriculture, et qui sont venus évoquer justement la vision qui a été présentée par Christophe Hansen. Et c'est assez impressionnant parce que je crois que les 27 ministres ont tous relevé le point en disant votre vision super, mais le budget de la PAC. Nous, on veut sanctuariser le budget de la PAC. Ah oui, donc on s'est dit... pour le coup, la France était plutôt suivie. C'est dit super, en fait, tout le monde est d'accord, faisons ça. Mais en fait, c'est 27 ministres de l'agriculture. C'est pas 27 gouvernements. D'accord. Et donc là, il faut voir que... il y a certains États qui ont commencé à préciser leur position. Il y a par exemple l'Espagne qui a fait une note en disant justement son attachement donc au niveau gouvernemental, pas seulement au niveau du ministère de l'Agriculture, qui a rappelé son attachement au budget sanctuarisé de la PAC. Mais en fait, la Commission européenne, elle avance quand même cette proposition avec des arguments intéressants. C'est que l'approche de ces plans nationaux, ça permettrait d'éviter un chevauchement de certains fonds qui parfois se recoupent. Ça permettrait aussi de donner plus de réactivité. C'est un peu pensé aussi sur le modèle de ce qui avait été fait en réponse à la crise du Covid. Plus de réactivité dans le budget européen. Et en fait, de mieux financer certaines priorités. Et là, on voit bien qu'en ce moment, l'agriculture, ça ne fait pas partie des priorités européennes. Et il y a certains États qui vont se dire, très bien, ça me permettra de beaucoup mieux financer la défense. Vu le contexte géopolitique actuel, on peut comprendre qu'ils aient ça en tête. Donc, les États, pour l'instant, ce n'est pas très clair vraiment qui pense quoi.
sur cette idée. On sait que le précédent gouvernement allemand y était plutôt favorable, donc c'est plutôt un signe quand même sur ce que l'autre grand pays européen pourra penser, mais voilà, il y a le nouveau gouvernement allemand qui va arriver, et on aura plus de précisions les 21 et 22 mars, parce qu'à Bruxelles, il y a un sommet européen qui sera donc auquel participeront les chefs d'État et de gouvernement, en particulier pour déjà saisir cette question du budget. Et pour terminer sur cette question de la nouvelle PAC, à quoi on peut s'attendre en matière de politique climatique et environnementale ? On parle d'un recul de la conditionnalité des aides, notamment. Il y a aussi la question des éco-régimes. Tu peux revenir là-dessus un instant ? Oui. Alors, un recul de la conditionnalité, c'est vraiment la direction qui a été donnée par Christophe Hansen pour la future PAC. La conditionnalité, c'est ces règles que donc, les agriculteurs et les États doivent respecter pour pouvoir toucher ou verser les paiements directs. Donc, c'est par exemple des règles sur les jachères, sur les zones humides. C'est des règles qui ont été très décriées, notamment pendant les manifestations l'année dernière. Il y a une bonne partie qui ont été déjà allégées par un premier paquet de simplification qui est entré en vigueur en juillet l'année dernière. Ce que dit Christophe Hansen dans sa vision, c'est la conditionnalité, on arrête. Donc ça suffit, on passe à une architecture qui serait un peu différente de la PAC, c'est des paiements directs, donc vraiment des aides à l'hectare, avec tout de même un point important, c'est qu'il serait mieux ciblé, c'est-à-dire il dit qu'il réfléchira à un plafonnement des paiements directs, il dit que les jeunes agriculteurs toucheraient plus, par exemple, que les exploitations mixtes qui font plusieurs types de cultures toucheraient plus aussi, donc c'est pas vraiment des paiements directs, on retouche aussi les paiements directs, et en parallèle, une enveloppe environnementale qui là serait uniquement sur une base incitative, c'est-à-dire que si vous faites plus pour l'environnement, si vous adoptez telle ou telle pratique, on vous donne de l'argent en plus. Cette deuxième partie, ça existe déjà, c'est ce qu'on appelle les éco-régimes. Et le problème, c'est que les éco-régimes, là encore, c'est les États qui décident de comment est-ce qu'on les utilise. Et par exemple, là encore, ils sont très décriés. On avait l'exemple de... Le cas français est assez frappant. Le cas français, en fait, où la Cour des comptes européenne a expliqué à la fin de l'année dernière que les éco-régimes, l'objectif, c'est de faire en sorte d'inciter les agriculteurs à adopter des bonnes pratiques. Et en fait, dans les faits, en France, il y a 99% des agriculteurs qui ont touché des éco-régimes qui, pour cela, n'ont pas eu besoin de changer leurs pratiques. Donc en fait, on a été très, très moins-disant par rapport à d'autres États où ce chiffre est quand même beaucoup plus bas parfois. Et donc voilà, c'est une approche de l'environnement qui est très différente. Et je trouve qu'il y a aussi une autre proposition qui, au-delà de la PAC, qui résume bien ça, c'est ce qui était aussi mentionné dans le dialogue stratégique, c'est de créer ce qu'on appelle un outil de benchmarking qui permettrait en fait de voir au niveau de chaque exploitation quelles sont toutes les obligations environnementales que vous devez respecter. Ouais. Comme ça, on vérifie s'il y a des choses qui se contredisent. Et en même temps, on récolte des données sur la durabilité pour voir qu'est-ce qu'on peut faire mieux. C'était présenté dans le dialogue stratégique comme un outil pour arrêter la charge administrative, se dire on a un outil unique, on fait que ça comme évaluation, et ensuite ça nous permet d'être plus efficace au niveau européen pour prendre en compte les réalités du terrain. Dans sa vision, Christophe Hansen, il reprend cet outil-là, mais il le rend pas obligatoire. En fait, ça reposerait sur la base du volontariat. Et donc en fait, on peut se dire, si c'est uniquement sur la base du volontariat, l'utilité de cet outil il va peut-être être vidé de sa substance parce qu'on va récolter des données complètement partielles seulement auprès des exploitations qui auront accepté de participer à l'exercice. Avec le risque de casser le thermomètre. Avec le risque de casser le thermomètre et ensuite de se dire tout va bien sur l'environnement. Avant de se quitter, on va prendre les dernières questions. On est en train de déborder un petit peu l'horaire prévu, mais les échanges étaient passionnants. Les échanges sur le plateau et aussi dans le chat. Anna, je t'ai vu beaucoup taper. Défendre, c'est bien, on défend ses positions. Alors, Valentin a une question plus précise, dit-il. Valentin Fanton. Dans quelle mesure la fin de la séquence élection de chambre peut mener à un apaisement de la crise agricole ? Est-ce que les textes qu'on a évoqués, la PPL du plomb, la LOA, est-ce que ça sera suffisant pour répondre aux demandes des agriculteurs ou est-ce que la crise va durer ? Floriane, si tu es toujours avec nous, c'est peut-être une question pour toi ? C'est une bonne question. Alors, oui, j'ai fait comme si la crise était terminée, mais c'est pas sûr en fait que la crise soit terminée. Voilà, bon, le concept de crise agricole pourrait être questionné puisque parfois certains disent on est toujours en crise. En tout cas, il n'y a pas d'annonce de manifestation à court terme, que ce soit du côté de la FNSEA ou de la coordination rurale.
Je pense qu'ils sont aussi en train de digérer les élections, de voir le nouveau rapport de force qu'il pourrait y avoir au niveau local. Et il faut dire qu'Annie Genevard a quand même dans sa besace pas mal de propositions, projets de loi qui va dans leur sens. La LOA vient d'être adoptée, il y a quand même plusieurs mesures qui étaient attendues par la FNSEA. Donc moi je parierais pas sur une reprise des blocages des autoroutes dans les prochaines semaines. Mais Anna va peut-être me contredire. Anna, crise terminée ou pas terminée ? C'est une bonne question, ça, Floriane. Moi, je pense que la crise est plutôt derrière nous, mais c'est ce que disent, et c'est ce qu'on dit samedi, le secteur agricole, après la présence du président de la République, c'est ce qui reste à venir et sûrement le plus dur, parce que c'est là où on va devoir se poser les vraies questions sur ce qu'on veut pour le modèle agricole français, et notamment face aux questions européennes et face à un contexte géopolitique entre les États-Unis, la Chine et l'Ukraine qui est aujourd'hui incertain. Justement, sur le contexte international, on a une question de Paul-Henri Lava qui dit à quel point le commissaire à l'agriculture, à quel point est-ce qu'il est prêt à agir sur la question des clauses miroirs dans le contexte de la signature de multiples accords de libre-échange. Il dit que ça permettrait de dérisquer les exportations face aux mesures prises par Trump. Question pour toi peut-être, Arthur. Oui, alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé du commerce vu qu'on avait fait un live sur le Mercosur, mais on se permet de vous envoyer d'ailleurs à ce live sur le Mercosur, on est très, très riche aussi. Tout à fait, mais c'est un autre sujet qui est très largement abordé par Christophe Hansen dans sa vision pour l'agriculture. C'est peut-être le sujet sur lequel il annonce le plus de choses concrètes. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il reconnaît vraiment le fait qu'il y a un souci sur la réciprocité, par exemple sur l'utilisation de pesticides, de dire que c'est pas normal qu'on puisse importer dans l'Union européenne des produits qui sont traités avec des pesticides qui sont interdits dans l'Union européenne. C'est de la concurrence déloyale et aussi ça a des conséquences pour la santé humaine, des consommateurs européens, mais aussi pour l'environnement dans les pays qui produisent ça. Et donc en fait, il annonce plusieurs chantiers. Il dit qu'on va travailler sur ces limites maximales de résidus de pesticides pour interdire en fait ces importations. Il dit aussi qu'il va créer une task force pour mieux contrôler les produits qui entrent dans l'Union européenne. Et il y a aussi la question du bien-être animal, par exemple, où il explique qu'il y a des propositions de règlement sur le bien-être animal qu'on attend depuis longtemps, qui devraient être présentées finalement en 2026, et elles pourraient comprendre normalement des mesures de réciprocité. C'est intéressant qu'il dise ça, mais en même temps, il dit mais tout ça doit se faire dans le cadre des organisations internationales auxquelles participe l'Union européenne et qui régissent en fait la possibilité d'aller vers ou non vers de la réciprocité, donc notamment l'Organisation mondiale du commerce, OMC, mais aussi la FAO. Et donc pour lui, je l'ai vraiment interrogé là-dessus pendant l'interview, et c'était assez clair de dire il veut être plus insistant là-dessus auprès de ces organisations, mais il n'a pas prévu de sortir de ce cadre-là. D'accord. Du moins pas pour le moment. Et le problème, c'est qu'on sait que notamment l'OMC, c'est un cadre qui est complètement bloqué, ouais. Et ça fait des années que l'Union européenne essaie d'avancer sur la réciprocité. La France avait essayé de le faire pendant sa présidence du Conseil de l'Union européenne. Si on reste dans ce cadre-là, je vois pas ce qu'il pourrait faire, ou alors il faut passer par les accords bilatéraux, donc par exemple l'accord avec les pays du Mercosur, mais inclure des clauses comme ça dans un accord, il faut que la partie en face l'accepte. Et bon, ça paraît compliqué. Merci Arthur, merci à vous pour vos questions et vos commentaires. On va pouvoir... Anna et Arthur vont pouvoir retourner porte de Versailles pour continuer leur travail. C'est un peu un marathon ce salon. Et encore, on ne parle pas des soirées. On a décidé qu'on vous épargnerait le récit des soirées dans les travées du salon. Si jamais vous n'êtes pas abonné, vous pouvez prendre un abonnement d'essai à Contexte et vous recevrez tous les matins les briefings de Contexte Agro dans votre boîte email à 8h, je crois, c'est 8h dans la boîte mail. Vous pouvez aussi contacter les journalistes à rédaction.agro@context.com, rédaction.agro@context.com. On compte sur vous pour les scoops et les documents exclusifs. On va vous mettre dans le chat un lien vers un petit questionnaire de satisfaction à remplir. Ça prend juste 2 minutes et ça nous aide un peu à progresser pour ces différents rendez-vous qu'on vous propose dans des cadres de plus en plus professionnels. On a désormais un studio, j'en reviens toujours pas. Et puis c'est tout. Donc au revoir à tous, merci, et on vous donne rendez-vous dans d'autres contextes live. À bientôt.